Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers et aujourd'hui, courte capsule de chimie organique à propos des réactivités des alcools. Alors vous avez ici le plan de la vidéo, le plan qu'on va suivre. On va tout d'abord parler des généralités structurales des alcools, puis des propriétés physiques de ces alcools qui expliqueront les propriétés chimiques et donc toutes les réactivités qui vont découler à propos des alcools. On va commencer donc par les généralités structurales des alcools. Donc voici à quoi ressemble un alcool. On a un groupement hydroxyle qui est caractérisé par le OH ici, qui est porté par un carbone. Ce carbone peut être substitué par trois groupements R, puisque le carbone est tétravalent. On sait qu'il fait une liaison avec un groupement hydroxyle, donc les trois autres peuvent être des groupements R, des chaînes alkyles ou bien des hydrogènes. C'est ce qui va expliquer qu'on va avoir trois sortes d'alcool substitués différemment. Alors j'ai fait une vidéo à ce propos si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion. Il faudra l'avoir bien en tête pour la dernière partie de cette vidéo à propos des oxydations des alcools. Il ne faut pas confondre les alcools avec les phénols. En effet, ces deux fonctions portent un groupement hydroxyle OH. En revanche, les phénols, c'est vraiment un cycle benzénique qui substitue directement un groupement hydroxyle. Voilà, alors que les alcools, du coup, ça va être tout le reste. On peut les différencier au niveau du carbone qui porte la fonction hydroxyle, il n'a pas le même état d'hybridation. Ici, on va avoir un carbone hybridé sp3 qui fait donc 4 liaisons. Ici, on a un carbone qui possède 3 substituants, et pas 4, du fait de la double liaison ici avec le cycle aromatique. Enfin, au sein du cycle aromatique. Alors, ce groupement hydroxyle, on va pouvoir lui retirer son hydrogène pour former un oxygène négatif. Donc ici, on a une molécule d'alcool, ici une molécule d'eau. Et vous êtes censé savoir que les molécules ionisées, donc que ce soit négativement, donc avec une charge négative, ou positivement avec une charge positive, sont plus solubles dans l'eau. Ils vont mieux se mélanger avec l'eau. Autre chose à savoir, c'est que ici on a un hétéroatome, c'est l'oxygène. Cet hétéroatome va pouvoir former des liaisons hydrogènes avec des hydrogènes de certaines molécules. Ici, en l'occurrence, ça va être la molécule d'eau. Donc voilà, vous avez ici les liaisons hydrogènes qui apparaissent entre un hétéroatome et qui est ici l'oxygène et l'hydrogène. Ces deux arguments vont en faveur de l'hydrosolubilité des alcools dans l'eau. Donc les alcools vont être miscibles en toute proportion avec l'eau. Attention, à partir de 5 carbones, les alcools ne vont plus être miscibles avec l'eau, ou du moins ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir un caractère hydrophobe qui va apparaître du fait de ce début de longue chaîne carbonée en fait, porté par du coup votre molécule. Autre chose à savoir, c'est que le point d'ébullition d'un alcool est plus élevé que celui d'un composé de même masse. Effectivement, si vous avez par exemple le pentane, donc c'est une chaîne carbonée de 5 carbones, et le pentanol, donc c'est pareil, une chaîne carbonée de 5 carbones, et avec au bout une fonction hydroxyle, donc OH, et bien pour le pentanol, ce sera plus difficile de s'évaporer sous forme d'un gaz. Il faudra fournir plus d'énergie, plus de chaleur. C'est pour ça qu'on dit que le point d'ébullition d'un alcool est plus élevé. Alors la liaison OH du groupement hydroxyle donc des alcools est polarisée. En effet, vous savez que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Par conséquent, il va avoir une petite charge partielle delta- et l'hydrogène une charge partielle delta+. Puisque du coup, l'oxygène va plus attirer les électrons vers lui dans cette liaison. Autre chose à savoir, alors c'est pas l'objet de la vidéo ici, mais on peut l'aborder rapidement, c'est que le pKa des alcools est élevé, ce qui fait d'eux des acides faibles. Alors qu'est-ce qu'un acide? Tout d'abord, c'est une entité qui va avoir la propriété de céder un proton, un H+, dans son milieu. Et donc, qu'est-ce que le pKa? Rapidement, ça va être la constante d'acidité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le pKa est faible, donc plus il se rapproche de 0, plus l'acide va être fort. Et donc là, on vous dit que pour le pKa des alcools, il est élevé. Donc, ça va être un acide faible. Donc, ça va être une entité qui ne va pas beaucoup libérer son proton, son hydrogène ici. On ne va pas pouvoir beaucoup le donner en fait. À titre de comparaison, ici, j'ai mis l'acide éthanoïque, qui lui est un acide plus fort que par exemple l'éthanol,
puisqu'ici le pK, on voit qu'il est de 4,74, donc il est relativement proche de 0. Donc l'acide éthanoïque, il n'y a pas de problème, il va pouvoir donner son proton dans le milieu. Alors que du coup pour les alcools, ça va être plus compliqué. En effet, on va devoir utiliser une base pour retirer le proton des alcools. Alors la base va avoir la propriété du coup de capter un proton, H+, alors que l'acide, lui, du coup, va donner son proton. Ici, j'ai représenté un alcool avec le groupement hydroxyle ici. Dans le milieu, je mets une base. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la liaison entre l'oxygène ici et l'hydrogène va se rompre. L'oxygène étant plus électroattracteur, il va garder les électrons qui étaient mis en jeu dans cette liaison. Donc du coup, l'oxygène va être doué d'une charge négative et l'hydrogène va partir sous forme de H+. Le H+, ici, va être capté par la base, c'est ce qu'on disait juste avant. Ici, une base a la propriété de capter un proton, donc la base va capter le proton, et l'oxygène ici se retrouve avec un doublet non-liant supplémentaire, et donc une charge négative, puisque du coup il va avoir l'électron de l'hydrogène ici. Un oxygène négatif, c'est ce qu'on appelle un alcoolate. Voilà, c'est un terme à savoir. Et donc ces alcoolates vont être des intermédiaires pour former les éthers. On voit ici un groupement propyle qu'on pourrait du coup qualifié de groupement R ici. On a un oxygène, et bien on a juste à rajouter un autre groupement R ici de ce côté-là, et on aura un éther. Donc on va en former un ensemble pour donner un exemple. On a ici un dérivé chloré. Donc j'ai repris ici mon alcoolate, excusez-moi. Je mets dans mon milieu un dérivé chloré, donc chlore, un CH2, un groupement R. Vous savez que le chlore est plus électronégatif que le carbone ici. Donc en fait, le chlore va pouvoir se dissocier ici sous forme de Cl-. Il va gagner les électrons qui étaient en jeu dans cette liaison. Et donc le carbone ici va perdre un électron, il va donc se charger positivement. C'est logique, un atome qui perd une charge négative, il devient positif. Donc ce carbone ici du CH2 va être électrophile, il va aimer les charges négatives, en l'occurrence il va aimer la déficience il va aimer le fait qu'il y ait des électrons supplémentaires ici sur l'oxygène, et donc le plus va se lier au moins ici, et on va former comme ceci un éther. On reconnaît ici la structure d'un éther. Alors, on va pouvoir également jouer sur la liaison carbone-oxygène du groupement hydroxyle. Alors, cette liaison n'est pas aussi polarisée que la liaison oxygène-hydrogène du groupement hydroxyle. Donc pour ça, on va un petit peu aider ces deux atomes à se rompre, à rompre la liaison qu'il y a entre eux. Et donc on va avoir besoin d'un milieu acide pour ceci. Donc j'ai ici mon alcool, de la même manière que tout à l'heure, c'est le même. Je mets un acide dans le milieu. Souvenez-vous, un acide, c'est une entité qui libère un proton, un H+, donc j'ai ici un H+. Ce H+, puisqu'il est positif, il va aimer les électrons, il va aimer les charges négatives. Ça tombe bien. Ici, j'ai un oxygène qui porte deux doublets non liants. Les doublets non liants sont faits d'électrons, ils sont négatifs. Donc, le H+, va pouvoir se lier à l'oxygène ici. Et donc, on va former ce qu'on appelle un oxygène positif, c'est un oxonium. Voilà, donc on a ici un oxonium. L'oxonium, ici, l'oxygène positif, aime les électrons, du coup, puisqu'il est devenu positif, il va vouloir récupérer des électrons pour redevenir neutre. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser ici la liaison qu'il y a entre le carbone et l'oxygène. Il va prendre les électrons de cette liaison pour redevenir neutre. Donc on va libérer ici la molécule d'eau, donc on a ici un oxygène qui est relié à deux hydrogènes. Puisqu'on casse la liaison entre le carbone et l'oxygène ici, on va libérer ici H2O, on va libérer une molécule d'eau. Et puisque l'oxygène va récupérer les deux électrons qu'il y avait dans cette liaison-là, eh bien le carbone ici perd son électron qu'il avait mis en jeu dans la liaison. Donc s'il perd une charge négative, encore une fois, il devient positif. Donc on a ici formation d'un carbocation. Carbo pour le fait que ce soit un carbone, et cation parce que du coup il a une charge positive, donc c'est un cation. Voilà, donc vous voyez ici qu'on termine la réaction comme ça, mais c'était juste pour illustrer du coup comment on casse la liaison carbone-oxygène. Évidemment, on va pas, ça c'est pas un produit final. On va faire réagir ce carbocation avec d'autres molécules, d'autres entités, pour obtenir à la fin une molécule globalement neutre.
On va voir la réaction avec un acide halogéno-hydrique. Donc on note en général X les halogènes, donc le fluor, le chlore, le brome ou encore l'iode. Alors, j'ai ici un alcool, en l'occurrence il est tertiaire, mais ça marche pour tous les types d'alcool, hein. Vous pouvez remplacer les groupements par des hydrogènes. J'ai ici une liaison, donc j'ai bien un acide halogéno-hydrique, hein. X ici ça peut être un fluor, un chlore, un brome ou un iode, peu importe, ça reviendra au même. Ici, ma liaison va se rompre et l'halogène va accaparer les électrons. J'ai ici dessiné un doublet non liant. Peu importe que ce soit le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, c'est lui qui va récupérer la charge négative, puisqu'il sera toujours plus électronégatif que l'hydrogène. Donc on va toujours, la liaison ici va toujours se rompre sous forme de H+, et de X-. Le H+, ici, de la même manière que ce qu'on a vu juste avant, va se lier à l'oxygène ici. On va encore former un oxonium. Il va rester ici l'halogène chargé négativement dans le milieu. Ici, l'oxonium, du coup, va vouloir récupérer des électrons. Il va donc casser cette liaison entre le carbone et lui-même. Et donc, du coup, on va obtenir un carbocation, comme ce qu'on a vu précédemment, avec ici libération d'une molécule d'eau, toujours. Ce carbocation, qui est positif, va vouloir récupérer des électrons, donc il va bien s'entendre avec notre halogène qui est chargé négativement. Et donc on va avoir liaison entre le carbone et notre halogène. Et donc ici on va pouvoir former ce qu'on appelle un halogénure d'alkyle, c'est-à-dire que halogénure parce qu'on a un halogène, et alkyle parce qu'on a alkylé notre halogène, on lui a rajouté un groupement, une chaîne carbonée. Donc ici, on a vu comment transformer un alcool en halogénure d'alkyle. On va également pouvoir faire réagir donc nos alcools avec l'acide nitrique, par exemple, qui est un acide inorganique hydroxylique. Effectivement, il possède également un groupement hydroxyle, ici, OH. On a ici l'acide nitrique de formule HNO3. Donc voici comment on représente cette molécule. Ce qui va se passer, c'est que ici, l'hydrogène de l'acide nitrique, donc l'acide nitrique c'est un acide, donc il donne des hydrogènes, et bien l'hydrogène c'est celui-ci, il va être donné au groupement hydroxyle de notre molécule d'alcool. Donc de la même manière que tout à l'heure, l'hydrogène en fait va se fixer sur l'oxygène et former un oxonium, encore une fois. On va donc ici avoir des ions nitrates, NO3-, l'oxygène ici va être chargé négativement puisqu'il va récupérer les électrons qu'il y avait en jeu entre l'oxygène et son hydrogène ici. Formation d'un oxonium, encore une fois il va vouloir récupérer ses électrons, donc il va rompre cette liaison carbone-oxygène. On va donc obtenir ceci, on a toujours notre composé nitrate ici avec sa charge négative, on a libération d'une molécule d'eau, et donc on a formation de notre carbocation. Et bien le carbocation va être attiré ici par la charge négative de l'oxygène, et voici ce qu'on va obtenir, donc le groupement nitrate va se fixer sur notre oxygène ici. Ce qu'il est intéressant de remarquer ici, c'est qu'aucun oxygène du composé final provient de l'alcool de départ, effectivement. J'ai mis le groupement hydroxyle ici de l'alcool en bleu. On voit ici que tout ce qui est de notre alcool initialement, donc l'oxygène et l'hydrogène ici, donc le groupement hydroxyle, va partir sous forme d'une molécule d'eau ici. Alors, voyons à présent la réaction d'élimination. Donc, entre un alcool et un acide en quantité catalytique, on va voir que ça forme un alcène. Alors, juste avant, on va définir le terme catalytique. Ça provient de catalyseur, en fait. Il y a une définition très complète d'un catalyseur. Ici, on va juste donner une composante de cette définition, c'est qu'un catalyseur est retrouvé toujours intact en fin de réaction. Là, voilà, ça suffit juste de savoir ça ici. Alors, je vais m'expliquer. On a ici un alcool, et on met donc un acide en quantité catalytique dans le milieu. Alors, donc ici l'acide c'est bien H+, il va se fixer à notre oxygène ici, donc de la même manière que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça forme un oxonium, on va rompre cette liaison, toujours pareil, et en fait on va former du coup un alcène. Donc pourquoi? Parce que ici notre H2O va partir sous forme d'une molécule d'eau, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et en fait ici, un hydrogène porté par un carbone voisin en fait, va se détacher pour former un H+. Et ce H+, là va pouvoir réagir avec une autre molécule d'alcool pour faire la même chose en fait. Il peut se passer à chaque fois pareil. Donc à chaque fois, on va régénérer notre H+, ici. Le H+ de départ, c'est pas le même effectivement, mais on va toujours avoir un H+ dans le milieu. Donc on retrouve bien notre acide en quantité catalytique, il est toujours intact en fin de réaction.
on va toujours le retrouver à la fin. Et donc ici, la déshydratation des alcools, donc on déshydrate bien un alcool et on obtient bien un alcène. Donc on va libérer un H+, qui va pouvoir réagir sur d'autres alcools par exemple. Alors, passons aux oxydations. Donc les alcools primaires sont oxydés en aldéhyde. On en avait déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les réactivités des aldéhydes et des cétones. Les alcools secondaires sont oxydés en cétones. Et les alcools tertiaires, eux, ne sont pas sensibles aux oxydants. Donc les alcools tertiaires ne vont pas être oxydés en aldéhyde ou en cétone ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, il ne va rien se passer si on met un alcool tertiaire en présence d'un oxydant. Donc je vous ai remis ici le tableau que j'avais déjà mis pour la réactivité des aldéhydes et des cétones. On a ici notre alcool primaire, le carbone qui porte la fonction hydroxyle est bien relié à un seul groupement R. Si on l'oxyde, on obtient bien un aldéhyde, ici. Et donc on voit dans la vidéo que j'avais déjà faite que si on oxyde un aldéhyde, on obtient un acide carboxylique. Pour l'alcool secondaire ici, donc le carbone qui porte la fonction hydroxyle est bien relié à deux groupements R. Et bien si on oxyde cet alcool secondaire, on obtient bien une cétone. Et comme je vous avais déjà expliqué également, il est impossible d'oxyder une cétone. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que mes explications auront été claires et que je ne vous aurai pas perdu. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à interagir avec moi, voilà, je réponds assez vite. Et donc je vous souhaite bon courage pour vos révisions.